Bonsoir et bienvenue au Musée Saint-Laurent Marrakech. C'est vraiment un très grand plaisir de vous avoir ici ce soir avec quelqu'un qu'on s'est calculé, qu'on se connaît depuis plus que 42 ans. Ensemble, ça fait un bout de chemin. Mais je suis très heureux d'inaugurer cette symposium ou cette série de conférences botaniques qu'on commence ce soir, qui est autour de le 100e anniversaire du Jardin Majorelle. Notre prochain, juste un petit indice, notre prochain conférencier, ce sera le mardi 7 mai, de M. Dean Kelch, qui arrive de l'University of California, Berkeley, qui est un grand spécialiste dans les cactés. Et donc, ça va être aussi un moment remarquable. Un troisième conférencier, ce sera en octobre, Helder Carita, qui est un Portugais, un historien de jardin, qui a écrit un ouvrage dans les fin des années 80 sur les jardins historiques au Portugal et leur relation avec l'Andalousie et le Maroc. Donc, ce soir, c'était une occasion pour deux vieux copains de se retrouver et aussi de parler de son parcours remarquable. Peut-être avant de lancer dans le côté botanique et jardin, et que ce soit Tanger ou Runa, son jardin qui est en dehors de Tanger. Je voudrais peut-être juste parler parce qu'Umberto est quand même un écrivain qui a publié 7 livres dans 7 ans. C'est une chose qu'on oublie des fois parce que quand même le jardin est quand même devenu absolument iconique. Je parle de Runa vis-à-vis le livre qui a été publié avec les photos de Nock, que vous voyez Umberto ici dans ce site absolument unique entre Tanger et Larache, sur la côte atlantique. Mais je vais parler d'abord peut-être comme écrivain, parce que quand je t'ai connu il y a tant d'années, tu as publié des ouvrages, tu as publié beaucoup dans la presse, dans les journaux, et parlez-nous un peu de ce que c'était d'être un écrivain. Je veux dire, tu écrivais au lit comme Proust, tu écrivais debout comme Thomas Jefferson, tu t'inspirais par quoi et qu'est-ce qui t'a motivé de partir sur ce chemin-là? D'abord, très rapidement, je suis ravi de vous voir, ravi de voir autant de copains et ravi d'être assis avec mon ami Madison. Ça, c'est une chose que je voulais dire. Et pour répondre à Madison, moi, j'ai une grande passion pour la composition. C'est-à-dire, je n'aime pas trop le vide, que ce soit mental, que ce soit sur une page, que ce soit dans un paysage, et j'aime bien aménager. Alors, je trouve que d'écrire un livre ou une page, ou de faire un parterre, ou de faire un jardin, c'est exactement la même chose. C'est de choisir des éléments, de les mettre à côté pour suggérer une histoire, une atmosphère, une aventure. Pour moi, un jardin ne peut jamais être un endroit où l'on se tient. C'est un endroit où des choses se passent. C'est un endroit où on vit des expériences. Et la page écrite est la même chose. Il faut La page blanche. la page blanche, il faut l'écrire pour qu'on puisse y rentrer et on puisse y faire des expériences. Je pense que ce qui est intéressant dans cette aventure très étrange que l'on vit, qui est d'être vivant, qui est une aventure incompréhensible, est de pouvoir faire des expériences, de pouvoir connaître, d'essayer de comprendre, d'essayer de voir et d'essayer d'interpréter. Et je pense que donc l'écriture et le jardinage sont des choses extrêmement similaires, qui se ressemblent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et est-ce qu'il y a dans ta jeunesse des écrivains qui t'ont inspiré dans ce sens, qui arrivaient à
faire cette mélange ou faire cette synthèse entre ce monde botanique, parce qu'après, tu es parti sur ce chemin très intense et tu es devenu vraiment un grand expert en plantes et dans un sens très scientifique, si je puis dire. Non, je suis un autodidacte, je suis un modeste autodidacte. Mais plus que ça. Mais bon, bref, on ne va pas se battre. Mais qu'est-ce qui t'a amené de cette page blanche à tout d'un coup de s'intéresser ou partir vers des paysages? Parce que quand même, c'était Tanger, c'était des découvertes de Tanger, des découvertes de Maroc, c'était quelque chose qui était né bien avant ou... Alors, mon jardinage commence pour faire plaisir à un vieux jardinier sourd et muet. Parce que, en fait, je n'avais jamais fait... J'ai toujours adoré les fleurs sauvages dans mes balades, dans mes promenades. Mais j'ai décidé de faire un jardin quand j'ai racheté notre petite maison à Tanger, où le premier soir, j'ai dîné avec Noël et son mari. Et où il n'y avait absolument pas de jardin, tout était mourant parce que le propriétaire était un Américain qui avait une phobie des plantes. Mais il avait un jardinier merveilleux, sourd et muet, duquel j'étais... Et frustré. Et frustré. Et en fait, on a racheté avec Stéphane cette maison pour rendre heureux Mohamed, qui était cet homme merveilleux, plein d'enthousiasme, de vitalité, d'envie de faire, et qui était mon maître en jardinage. Pour l'écriture, je me suis rendu compte que je pouvais commencer à écrire, arrêter de faire de la critique littéraire et commencer à écrire de la fiction ou écrire d'autres choses quand j'avais digéré mes amours. C'est très difficile d'écrire quand vous avez des modèles littéraires. Il faut les avoir digérés. Il faut les avoir, pas supérés, mais c'est comme de la bonne nourriture qu'il faut avoir assimilé. Tu ne peux jamais écrire quand tu as un modèle. Je ne sais pas si vous adorez Valérie Larbaud, si vous adorez Proust, si vous adorez Thomas Mann. OK, vous pouvez les adorer en tant que lecteur, mais il ne faut jamais les aimer en tant qu'écrivain parce que c'est une chose qui va vous châtrer. C'est une chose qui va il faut avoir digéré cette passion et l'avoir complètement dans le monde de la lecture, pas dans le monde de l'écriture. Et le courage de les rejeter à un certain Absolument. moment. Oui. Absolument. Absolument. Et donc, cette maison de Tanger, donc, qui est sujet The House of Lifetime, qui est ici, qui est un ouvrage que, en fait, c'est peut-être le moment de commencer de projeter quelques images là-dessus. Et je crois que c'est moi la fameuse machine. Je te le présente. Je te le donne. Ce qui est intéressant, c'est parce qu'il y a quand même un passage dans ta vie où tu étais chineur, collectionneur d'objets, passionné avec aussi des connaissances, les gens que tu as rencontrés dans ta vie très jeune, n'est-ce pas? Qui ont été très importants pour moi. Très importants, que ce soit Renzo Mongiardino ou d'autres. Et tout d'un coup... Et surtout Christopher Gibbs. Christopher qui était un garçon qui était antiquaire, qui était un homme antiquaire et que je connais depuis que je suis tout petit pour une chose étrange. Et en tout cas, en arrivant à Tanger, j'ai compris assez vite, j'ai une nature extrêmement conservatrice. C'est-à-dire, je pense que l'identité d'un peuple s'exprime non seulement dans ses plantes, dans ses techniques agricoles, dans la façon dont les gens cultivent aussi, mais aussi dans tous les objets que les gens ont faits depuis le paléolithique jusqu'à nos jours, que ce soit des lamelles en pierre, que ce soit des poteries, que ce soit des cordes, que ce soit des sandales. Je pense que l'identité d'un peuple s'exprime dans tout ça. Je me suis rendu compte, en arrivant à Tanger, en essayant de faire heureux mon jardinier, donc en allant dans des pépinières pour acheter des lantana camara, qui est ce que je faisais au début, qu'à Tanger, dans le nord du Maroc, où il y avait une richesse culturelle absolument éblouissante, personne ne s'était encore penché sur toute une série de manufatti, de choses faites par l'homme, qui étaient négligées et qui étaient oubliées et qui n'intéressaient pas aux gens. Alors, je pensais que c'était mon devoir de sauver la plus grande partie que je pouvais de ces objets faits par les
Jbala, qui sont les Berbères du nord du Maroc, et par les gens de Tanger et de Tétouan. Et en même temps, 20 ans après, je pensais que je devais faire la même chose pour les plantes. Donc, je ne suis pas du tout une personne conservatrice dans la vie. J'adore la liberté, j'ai adoré l'expérimentation sexuelle, la liberté, les drogues. Je ne suis pas du tout quelqu'un de fermé. Mais du point de vue culturel, je pense que de préserver les témoignages du passé, surtout dans un pays comme le Maroc où le passé est tellement dense, tellement compliqué, tellement riche, tellement encore à étudier, était fondamental pour sauver une identité du Maroc. Vous voyez par exemple là ce coffre, c'est un coffre de mariage de Tétouan. Maintenant, c'est des choses qui sont collectionnées, mais quand moi j'achetais ça, c'était jeté dans les poulaillers, dans les poubelles, comme ça. Mais maintenant, on sait que ces coffres, pourquoi ils existent? Parce que quand le royaume nazri de Grenade est tombé en 1503, tous ces messieurs, à la suite du sultan Boabdil, qui est venu mourir à Fès, ont débarqué dans le nord du Maroc et ont ramené avec eux beaucoup de savoirs. Un de ces savoirs, c'était quand même des gens qui vivaient déjà avec l'air conditionné et qui peignaient le plafond de l'Alhambra. Alors, dans des choses même très modestes, vous voyez le carreau fait avec la technique de l'excision, qui est une des plus belles techniques qui soit dans la poterie marocaine, où vous voyez les merveilleuses broderies de Tétouan, de Chaouen, qui héritent, c'est les mêmes motifs qu'il y avait dans la broderie italienne de Assise et de Gubbio de la Renaissance, les broderies de Fès. Bon, après, c'est... Mais tout ça, c'était fur et à mesure, c'était durant les années, parce que oui, vous êtes arrivé là-bas il y a 28 ans. Non, on est arrivé à Tanger il y a 35 ans. 35 ans, oui. D'accord. Et je me suis aperçu assez vite en allant dans les marchés aux puces, et puis j'ai commencé à lire les archives du Maroc, j'ai commencé à étudier, je parlais avec Christopher. Bon, ça c'est un truc turc, ça n'a rien à voir, mais bon, c'est pas grave. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait un marché des antiquaires qui était très centré sur l'orientalisme, sur toute une certaine chose qui était déjà à la mode à Paris ou à Londres et tout, mais que vraiment dans le Nord, il y avait énormément de choses sur lesquelles personne ne s'était jamais penché. Et comme j'ai jamais eu une grande poche, j'ai toujours eu peu d'argent, je voyais que dans les marchés aux puces, dans les villages de montagne, je pouvais sauver ces choses, les ramener à la maison, les cirer, les traiter contre les arts populaires, des choses qui s'y répétaient, oui. Des histoires, par exemple, les poupées que tu collectionnais. Oui, je collectionne les jouets, les poupées. Oui. Et vous voyez, ça par exemple, c'est très intéressant, c'est un coffre, il est abîmé, mais c'est un coffre, on dirait qu'il est algérien, mais il n'est pas du tout algérien, il est fait à Tétouan, parce qu'en 27, quand la France, 1827, quand la France prend l'Algérie, beaucoup d'Algériens s'échappent à Tétouan, qui est la ville du Nord la plus proche des frontières algériennes. Et ils amènent avec eux leurs mêles, leurs peintres, qui donc poursuivent une tradition algérienne, mais qui est légèrement modifiée par l'influence marocaine. Alors c'est tous des petits épiphénomènes qui m'ont beaucoup intéressé et qui, je pense, font vraiment partie de l'histoire, de la culture de ces pays. Alors c'est sûr, ce n'est pas des choses... Regardez comme c'est beau, ça c'est Tétouan, ça c'est Chaouen, ça c'est mes bouts de carreau. Et comme il y a une tradition géométrique, une tradition florale qui se mélange dans le Nord. Et j'ai senti que c'était comme une mission. Et que oui, un peu ça. C'est ça les mots, je voudrais dire. Oui, c'était une mission d'essayer de sauver le plus possible de choses pour pouvoir un jour les laisser à la ville de Tanger ou au Maroc, pour que les gens puissent connaître cette extrême richesse qui en fait naît du contact entre la culture hispano-mauresque qui est en décadence, qui est finie parce qu'il y a eu la Reconquista, et les tribus Jbala, qui sont les tribus berbères arabophones de la région de Tanger, sur lesquelles on pourrait écrire des centaines de livres, parce que c'est les berbères les plus acculturés, les plus littrés,
Il faut penser que le plus grand saint marocain, Moulay Abslam Ben Mchiche, le plus grand mystique du XIe siècle, est enseveli après avoir voyagé dans tout l'Orient, vient mourir sur la montagne où il était né, qui est le Jebel Alam, qui est tout près de Tanger, et il ramène avec lui toute une culture obsessionnelle, mystique, mais qui a des éléments figuratifs aussi. Et la peinture sur bois, donc, est une des choses qui m'ont... Attends, je fais de conneries, non? Bon. Oui, et puis aussi j'ai essayé aussi, vous voyez, il y a des meubles anglais dans cette maison de Tanger, il y a des meubles français, mais j'ai toujours essayé de racheter des trucs qui venaient des vieilles maisons de Tanger qu'on avait tous connues, la maison de Christopher, la maison de Marguerite McBay, des petites choses de Paul Bowles, des choses, toutes les choses qui étaient... Et je suis sûr que ce petit... Comment on dit cassettone en anglais? Cette petite commode, oui. Vous voyez, c'est une commode modeste anglaise de 1830-40. Et peut-être c'était Emily Keane, la shérif de Wezan, qui l'avait amenée avec elle, parce que Tanger était une toute petite ville où les mêmes choses, il y avait très peu de choses qui circulaient. Il y avait, dans les maisons marocaines, comme vous savez, il y avait très très peu de meubles. Et je pensais que c'était intéressant de laisser à Tanger, de garder à Tanger le plus possible des trucs tangérois. C'est diverses traces. Oui, c'est diverses couches. Oui, c'est les couches de tout ça. Vous voyez, cette sculpture, par exemple, au premier plan, on ne dirait pas c'est une lièvre, on dirait un Giacometti, et c'est fait par une dame de mon village, de Roune, qui s'appelle Madame Latifa, qui a un talent fou. Et elle, Latifa, est une dame qui a maintenant 7 enfants. C'est une dame qui doit avoir 55 ans. Et comme je suis horrifié par le plastique, je lui avais dit, Latifa, s'il te plaît, apprends aux gosses, aux enfants et aux filles de notre village à refaire les jouets avec qui vous jouiez quand tu étais petite. Et alors, elle leur a appris à faire des poupées merveilleuses, des jouets merveilleux. Maintenant, Latifa, elle me remplit. Je lui fais une exposition à Londres, une exposition à Madrid, une à Milano. Et elle arrive la nuit avec de brouettes pleines de ces animaux. Je ne sais plus où les mettre. Et bon, elle a dit, ah oui, c'est comme quand j'étais petite. Elle a redécouvert son amour pour ces trucs en terre. Et vous voyez les marfas, mais ça, c'est les marfas vraiment du nord. Puis je récupère toutes les choses archéologiques. 2 chapiteaux étaient dans mon jardin, perdus dans mon jardin. Une frise mérinide très belle en bois. Je l'ai payée une fortune, mais elle était déjà dans la valise d'un marchand américain. Donc j'ai dû donner un peu plus d'argent pour qu'elle reste au Maroc. Parce que je vous dis, je suis un conservateur barjot. Ça, c'est très triste. C'est pas le Maroc, mais c'est toutes les poteries que les subsahariens ramènent avec eux dans leurs valises, enroulées dans les culottes de réserve et dans la chemise belle, pour se payer la traversée du Détroit. Et c'est une page très, très triste de l'histoire actuelle de Tanger, mais ça fait partie, c'est la ville d'où les subsahariens partent. Et des divers carreaux. Oui, Et ce mur-là, qui est derrière, tu ne le vois pas, mais c'est le mur-là avec les Alors étagères. Ça c'est une histoire merveilleuse. Extraordinaire, non? Ça, c'est une histoire merveilleuse. J'avais rencontré un monsieur à Tétouan, un vieux monsieur qui avait aidé les Espagnols à faire les fouilles dans les sites archéologiques du nord du Maroc. Je l'avais rencontré chez un brocanteur, et c'est un monsieur qui avait une très grande culture, et il me disait que les archéologues, quand il y avait des tessons qui n'étaient pas importants pour eux, ils avaient vu qu'il avait la passion et le lui donnaient. Et donc, il avait 2 ou 3 caisses de tessons. Et j'avais sympathisé avec ce monsieur, j'avais pris le café avec lui 2 ou 3 fois. Et un jour, j'ai une dame qui m'appelle à Tanger et qui me dit je dois vous dire une chose, mon papa est décédé. Et je dis c'est qui votre papa? Elle m'explique que c'était ce monsieur. J'étais consterné parce que c'est un homme très cultivé, c'est un homme avec qui j'aimais beaucoup prendre le café. Elle a dit, mais il a laissé un héritage pour vous, et donc il faut venir à Tétouan prendre l'héritage. Et ce monsieur, son trésor était 3 boîtes en carton pleines de tessons qu'il m'a laissé un héritage. Et donc, ils sont là et sur d'autres étagères. Au fond, sur le mur, au fond. Et c'est des tessons de céramique marocaine entre le 11e et le 18e siècle. Et je veux absolument qu'ils restent ensemble, qu'ils restent à la maison, que la maison devienne un petit... À Tanger, il y a très, très peu de
de musée. Je voudrais que ça devienne un petit musée privé où les gens peuvent voir un peu le passé du Nord. Tous les carreaux du sol ont été récupérés sur des vieilles maisons tangeroises. Ça, pour ne rien dire, c'était la maison de nos amis Scott qui a été échangée. Et à la décharge municipale, je puis sauver. Lady Scott avait fait construire la maison en 17, je crois. Et tous ces carreaux venaient d'Italie, avaient été faits en Italie, et puis employés dans cette. Et j'étais à la décharge. On a pris tous ces camions de vieux carreaux, on les a tous nettoyés, tout, et on a fait les. Et ça, c'est les petits jardins de Tanger. Et donc, c'est là où commençait cette passion aussi de donner un peu de travail à cette vieux jardinier qui était frustré pendant toute ça. Non, c'était vraiment parce que Mohamed était l'homme le plus enthousiaste, le plus merveilleux, le plus lumineux, de bonne humeur. Pour te dire, il était sourd et muet. Et il pouvait employer très peu de mots. Il ne pouvait pas dire des mots. Alors, pour dire femme, il faisait comme ça. Parce qu'il était d'origine riffaine et les femmes de sa tribu avaient un tatouage ici. Et pour dire homme, il disait Habibi. Et Habibi veut dire mon chou, mon amour, mon cher. Alors quelqu'un qui appelle les êtres humains mon cher est nécessairement quelqu'un de merveilleux. Parce que et vous voyez là, il y a une fontaine qu'on a tout fait avec. Mais là, vous avez aussi ajouté les pavillons parce que les collections agrandissaient. Oui, on a construit un pavillon. Oui, la maison était 2 pavillons, un construit dans fin des années 30 par un caricaturiste espagnol qui s'appelait Diego Muyol Heredia. Le deuxième construit dans les années 60 par un écrivain français qui s'appelait Sanche de Gramont, qui avait eu 2 enfants avec sa femme et il n'avait pas la place. Et puis, nous, on a fait un 3e pavillon en bas avec notre ami Roberto Pellegalli, qui est un très bon architecte italien, un enculeur de mouches. Mais moi, j'aime bien travailler avec les enculeurs de mouches. Et on l'a fait presque qu'avec du matériel de récupération Mais là, vous avez aussi grandi le oui, parce terrain. qu'il mettait en vente un bout de terrain en bas de chez nous. Alors, vous savez, maintenant, être à la montagne à Tanger et qu'on vous vende un bout de terrain à côté, ça veut dire qu'on va vous faire un building grand comme un gratte-ciel, que vous allez perdre toute votre vue et tout. Comme les voisins étaient des gens très convenables et très gentils, ils nous ont vendu ça à un prix gentil. Et donc, on a acheté. Et l'idée, au début, était de faire agrandir le jardin. Et puis, moi, j'ai décidé de faire un autre pavillon parce qu'on avait trop d'objets. Et moi, pendant des années, j'avais plein de dépôts, de garages, de trucs où j'allais voir mes carreaux, où j'allais voir mes... Et alors, on a agrandi le jardin. Mais tout en terrasse, parce que tout en terrasse, oui, parce que c'est sur la pente c'est une pente de la montagne. Nouvelle montagne, oui. en gros. Oui. C'est toute une pente, donc on a dû tout terrasser, toujours. Et puis on a créé un petit microclimat, parce que les plantations sont très, très denses. Et donc on arrive à collectionner des fernes, des bégonias. C'est vraiment un très joli jardin. C'est surtout un jardin assez inattendu pour le Maroc, parce que c'est un jardin très humide grâce à la densité des plantations. On met beaucoup de mulch tous les ans. On fait un mulch de fougères. En plein sud. Oui, en plein sud. Vous avez créé quand même tout un ombrage avec les arbres. On a fait beaucoup de murs. Vous voyez quelle belle fougère on a. On arrive à voir des plantes de canaries. On a vraiment créé un microclimat. Totalement inattendu dans le contexte. Oui, de ce quartier. De ce quartier, parce que le quartier était une merveille. On avait des dames voisines qui faisaient de la très bonne confiture d'abricots. On allait prendre les petits déjeuners chez elles et tout. Mais ça, c'est les années heureuses. Après, on doit dire que si on devient aussi conservateur comme moi, c'est aussi à cause des coups de pied qu'on prend sur la figure, parce qu'on a beaucoup, beaucoup souffert de voir. Nous, ça, c'est notre vue. Et notre vue, c'était que vous ne voyez aucune de cette maison. Parce que Tanger, la ville était là-bas vers la mer, gauche, ouais. Et tout ça qui va vers le sud, la route de Assila, il n'y avait pas, c'était que des champs de narcisses, d'iris, des petits bosquets. Il va nous amener dans une seconde, dans un deuxième endroit, mais ne clique pas tout de suite. Des petits bosquets de chênes lièges, et les journées étaient où on était à la maison lire, étudier, ou faire ce qu'il fallait faire, ou prendre un sandwich, une couverture, et
et aller se poser à la campagne, lire. On connaissait tous les bergers, tous les paysans. Et maintenant, on a des grandes villas, des gens très riches, de grandes voitures, des autoroutes. Bon, ce qui fait partie... Qui est un homme pour juger de ça? Il faudrait être des grands économistes, moi, je n'en suis pas un. Il faudrait être des grands philosophes, moi, je ne suis pas un. Mais en tant que personne qui aime la composition, comme je disais au début, et qui aime les histoires, j'ai énormément souffert du changement de Tanger, c'est une chose. Mais je souffre aussi du changement de Marrakech, je veux dire. Mais après, on ne peut pas être immobiliste, il faut accepter. On souffre aussi énormément du grand changement de nous-mêmes, mais il faut être courageux, et il faut vivre ça avec les yeux ouverts. Donc, je veux juste dire que cette maison était captée complètement. Vous avez documenté, toi, Enoch, le photographe, de toutes ces images dans cet sublime ouvrage, The House of Lifetime, qui était sorti par Rizzoli. Et c'est un extrêmement bel ouvrage. Et bravo. Avec une extrêmement belle préface. Moi-même. Donc c'est pour ça que c'est si bien. C'est si beau parce qu'il a une préface de Madison. C'est pour ça que je fais la pub. Non, mais je vais mettre comme ça. Qui nous amène à un autre endroit. Alors là on va revenir un tout petit peu sur la littérature, les mots écrits, parce que là aussi, tu as écrit là-dessus. Oui. Alors, perdu au paradis. Runa est Il faut expliquer où c'est, Runa. Runa, c'est entre Tanger et Larache. C'est au sud d'Asila. C'est à une dizaine de kilomètres au sud d'Asila. C'est le Sahel de Asila. C'est un des très peu d'endroits sur la côte marocaine où la côte n'est pas plate, mais il y a des hauteurs. Il y a des collines qui s'approchent de la mer. Et c'est un endroit heureux parce que c'est un endroit où il n'y avait aucun accès. Donc, je suis arrivé à Runa à pied en cherchant des plantes sauvages. Ça a été toujours ma passion de chercher les plantes sauvages marocaines. Je suis tombé sur une vallée où je voyais des créatures mythologiques. C'était d'une beauté absolument... Il n'y avait rien ni personne. Et je me suis dit, ici, peut-être, je peux essayer de sauvegarder, de sauver une grande partie de plantes que je vois disparaître dans le Maroc actuel. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu les belles plantes sauvages ont en elles comme une calamite qui appelle les constructeurs, l'autoroute, le train, l'agrandissement de la ville. La ville qui s'agrandit. Et comme Tanger était un endroit béni, parce que nous, on a été vivre à Tanger il y a 40 ans, à cause de la beauté de sa flore, de ses iris tingitana. Tanger célébrait un mois par an, il y en avait partout. Ils étaient dans les vitrines des restaurants, dans les voitures, dans les hôtels, mais dans les petites boutiques. Dans les champs, derrière les oreilles des gens. Il y en avait partout. Et c'est une espèce d'ailleurs qui s'appelle Iris tingitana, c'est l'iris de Tanger. Alors, je me suis dit, le voir massacré, parce qu'avec les tracts, on creusait, on faisait les fondations et tout, je me suis dit, là, à Runa, je vais les amener. J'ai un endroit où la terre est la même, ils aiment venir exposer vers le nord, j'avais un peu étudié comment était là, et j'en ai transplanté un petit hectare. Et à Runa, je me suis dit, c'est que je suis en train de faire avec les objets à Tanger, je vais essayer de le faire avec les plantes à Runa, de façon d'avoir dédié ma vie, comme j'aime énormément ces pays, et je suis très redevable à ces pays, de toutes les joies et tous les plaisirs qu'il m'a donnés, essayer de rendre quelque chose à ce pays. Parce que je suis persuadé que dans un futur peut-être pas trop lointain, les mêmes personnes qui détruisent en ce moment vont se rendre compte qu'il fallait préserver plus. Et donc, Runa, on a commencé par acheter un petit lopin de terrain, et puis, vous voyez par exemple tous les cystes marocains poussent à Runa, parce que après j'ai eu l'incroyable chance d'avoir d'amis botanistes qui m'ont aidé, qui m'ont guidé, qui m'ont donné des graines, des plantes qu'au Maroc n'existaient malheureusement plus. Et on a composé, donc on a un jardin qui est partagé en deux, j'ai construit 2 petites maisons,
Et entre les deux maisons, il y a un jardin que j'appelle le jardin de la consolation, parce que c'est un jardin qu'on arrose un peu l'été, où il y a une collection assez générique de plantes des pays chauds. Mais après un petit pont, il y a un grand terrain de 7-8 hectares qui est entièrement dédié à toutes les espèces de plantes du nord du Maroc. Et c'est, je pense, la plus grande collection de plantes marocaines au monde. Mais je pense qu'il faut juste injecter ce livre-là. J'ai l'exemplaire en anglais, Lost in Paradise. Mais il y a plusieurs éditions, que ce soit espagnol, bien sûr, tu écris en italien, et aussi En français. Mais c'est fascinant et ça décrit cette découverte, mais aussi toutes ces scènes, cette scène merveilleuse où tu décidais un jour de descendre la mer et nager, et tout d'un coup tu t'entourais avec les jeunes qui t'attrapaient comme des enfants comme des piranhas, etc. Mais c'est absolument extraordinaire. Ça a été extrêmement difficile parce que vous devez penser, c'était une campagne très reculée. Je vous parle d'il y a maintenant 27 ans, 27, 28 ans. Et je suis un étranger dans un endroit où on arrivait seulement à pied, où il n'y avait ni eau, ni électricité, ni rien, et où beaucoup d'habitants n'avaient jamais vu un étranger. Parce qu'un des garçons, qui est maintenant un de mes jardiniers, un jour m'a dit, nous, les Marocains, on est d'une femme et d'un homme. Et vous, les Gouaras, de quoi de qui vous êtes fils? Et moi, j'ai dit, on est fils d'une femme et d'un poisson. Et il m'a dit, ah, le hut. Ça. Tout m'a dit, le bentou dit le hut. Donc, c'était des gens très, 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 très reculés. Et donc, un des plaisirs et des difficultés a été de faire un projet aussi difficile. Parce que pourquoi c'était difficile? Parce que un peu incompréhensible, parce que je disais, ah oui, on a grandi la route d'Adralbia, où il y a les Narcisses vildiflorus. Alors, on prend... Regardez ça, pour moi, c'est la plus belle fleur sauvage du Maroc, les Iris filifolia. Regardez la couleur, pour moi, c'est sublime. Et là, par exemple, il y en a quelques colonies en Andalousie. Il doit y en avoir une ou deux colonies de 20-30 exemplaires au Maroc. On en a des centaines à Rouna parce qu'il s'est ressémé partout. Et donc, on arrive à conserver. Et on a même des plantes que, selon les botanistes, sont extinctes, que n'existent plus. Et on a sauvé même tous les os qu'il y avait dans la vallée de tous les animaux de Rouna qui étaient morts. Et on a fait le jardin des os. Ça, Ornithogalum arabicum. Et que vous voyez ça, les narcisses verts, Narcissus vildiflorus, et on en a énormément. Mais alors, ça veut dire que maintenant, les gens nous connaissent. Et même à l'époque, ils commençaient à nous connaître. Et ils appelaient, ils disaient, ils agrandissent la route d'Adralbia où il y a plein de ces trucs que tu aimes. Alors, il fallait y aller avec la tente, dormir là-bas, dans la pluie, dans la boue, prendre, remplir les sacs, remplir la Land Rover, la ramener à Rouna, planter, revenir. Ça a été très, très, très fatigant. C'était un très gros truc. Ornithogalum arabicum, il y en avait des mers à Tanger, à Chakkar et tout. Vous n'en voyez plus un. Tout ce qui reste sont malheureusement chez nous. C'est terrible, mais ce qui s'est passé à cause des constructions dans le nord est presque incroyable. Bon, ça, c'est rien, c'est des chrysanthèmes, c'est un figuier. Ça me fait rire parce que Noc est une très jolie fille vietnamienne, toute petite et toute fragile, qui est amoureuse de ses figuiers. Elle dit que ces figuiers, c'est son autoportrait. Alors, quand elle fait cette photo, elle dit « Je fais mon autoportrait ». Et qui a vécu presque un an, là, non, ou plus. Plus, parce qu'elle a voulu venir dans toutes les saisons. Là, malheureusement, je n'ai pas le livre, mais aussi un livre qui est sorti il y a quelques années. Oui, sur le jardin de Rouna, qui en anglais s'appelait Eden Revisited, et en français s'appelait Un jardin rêvé. Oui. Et vous voyez comme c'est beau, la vallée. Bon, maintenant, malheureusement, qui est-on pour dire malheureusement? Pour le bonheur de beaucoup d'autres gens, il y a beaucoup d'autres gens qui vont s'installer, qui vont construire des maisons, qui vont profiter de cette plage. Mais c'est sûr que les djinnoun, les esprits des lieux, se sont échappés.
Alors moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le Junun. J'ai une grande... Parlez-nous de ça, parce que tu en parles avec Lost in Paradise. Oui, j'ai une... les latins appelaient ça genius loci, non? Le génie du lieu, l'esprit du lieu. L'esprit du lieu. Et je suis très sensible aux esprits de lieu. Et ici au Maroc, on dit les djinnoun sont des gens qui peuvent être pas gentils, ils font la garde au trésor, ils peuvent devenir très méchants, ils ont des grands bâtons, ils ont des épées, ils vont vous tuer. Mais en fait, je ne crois pas qu'ils soient méchants. Je pense qu'ils sont des créatures sylvestres et qu'ils aiment faire la fête, qu'ils aiment danser la nuit, qu'ils aiment les arbres, le buisson, la fraîcheur, l'ombre, les fleurs. Et les pauvres, quand vous avez partout des routes qui se font, des bagnoles qui arrivent, des gens qui laissent des bouteilles de plastique, ils détestent le plastique, les djinnoun, et qui laissent des bouteilles de plastique au sol, les djinnoun s'en vont. Et c'est très triste parce que les djinnoun font très partie de l'identité de chaque Marocain, je pense. Mais, Inch'Allah, le moment arrivera où on se rendra compte qu'il faut se moderniser, mais il faut conserver. Il faut que les jeunes de ce pays apprennent à conserver la richesse inouïe d'un passé. Si vous pensez à une ville comme Tanger, c'est une ville où au néolithique, au paléolithique, au néolithique, il y avait énormément d'habitants, toutes les grottes vers Achakad, Mouralet et Lali, on a trouvé parmi les premières idoles néolithiques jamais sculptées. Il faut penser qu'après, il y a eu les Carthaginois, il y a eu les Phéniciens, il y a eu les Romains, il y a eu les Byzantins, il y a eu les Vandales, il y a eu les Arabes, après il y a eu les Portugais, il y a eu les Anglais, il y a eu les Arabes à nouveau, mais c'est un passé d'une richesse absolument faramineuse. Il vous arrive de regarder, de marcher dans la Médina de Tanger, de voir un truc par terre, de voir une brique, et vous voyez que sur la brique, il y a le marque, l'estampe d'une industrie anglaise qui faisait les briques au XVIIe siècle en Angleterre et qui avait été employée pour faire les maules de Tanger et qui après a été démolie. Donc la richesse, le patrimoine est tellement riche, énorme, et dense qu'il faut le protéger, qu'il faut l'apprécier et qu'il faut qu'il nourrisse un présent qui va être de plus en plus riche grâce à ce patrimoine. Je ne dis pas d'être passéiste, qu'il faut vivre dans le passé, ce serait absurde et très ennuyeux. Mais pourquoi ne pas profiter de ce riche passé pour avoir un présent fastueux plutôt qu'avoir un présent misérable? J'ai dit tout ce que je voulais dire. Je vous remercie. Non, parce que je crois qu'il y a encore des choses à dire quand même. Et une question, c'est l'avenir de tout ça. Ça, c'était aussi une question ici à Marrakech, surtout ici au Jardin Majorelle, sur lequel parmi nous sont très concernés là-dessus, des patrimoines de quelque chose comme un jardin qui évolue et qui est toujours en évolution, toujours en flux, jamais statique. Oui. Quelles sont les prévisions que tu as prises, que vous avez prises, toi et Stéphane, Oui. dans ce sens-là? Alors, nous, on a fait une association qui s'appelle Garden of Runa. Jusqu'en ce moment, on a eu une association qui s'appelle Friends of Runa, qui a financé plein d'activités dans les villages. Donc, on fait payer l'entrée au jardin et grâce à l'argent que l'on fait, on garde les villages propres, on paye des éboueurs, on fait étudier des filles, on a planté la mosquée, on a restauré l'école, on fait beaucoup de choses dans les villages. Maintenant, je pense que comme la jeunesse ne s'approche pas, malheureusement, qu'il faut aussi faire une autre association qui s'appellera Garden of Runa et qu'une partie de l'argent qu'on ramasse grâce à des gens comme vous qui viennent nous visiter partent dans le désir de pérennisation du jardin. Donc, essayer de mettre de côté un petit trésor qui fasse que les jardins puissent exister. Et après, l'argent a un problème, est un grand problème, mais n'est pas le plus grand problème. Parce que je pense que le plus grand problème sont les personnes, sont les ressources humaines. Je pense que l'argent, à la fin, dans le monde aujourd'hui,
il y a plein d'universités, il y a plein d'institutions et tout qui peuvent être partantes pour aider. Mais c'est extrêmement difficile de trouver des personnes qui ont envie de se dévouer, de s'investir, de se donner pour des projets aussi donquichotesques, parce que c'est des projets un peu donquichotesques. Et moi, j'ai eu l'énorme chance de rencontrer mon ami Mohamed El Rami, qui est maintenant mon assistant, et qui est un jeune garçon d'un village près d'Agadir, qui a une formation donc, qui n'est pas du Nord, qui a une formation culturelle complètement différente, mais qui s'est passionné à Rouna. Et le fait d'avoir rencontré Mohamed me donne beaucoup d'espoir, parce que je vois que Mohamed a envie de se mettre là-dedans, et j'espère qu'on rencontrera d'autres Mohamed. Il faut rencontrer des gens jeunes, il faut avoir la force de garder les feux allumés, il faut garder la force de continuer à communiquer, et parce que faire les choses est difficile, mais passer de main une chose faite est encore plus difficile. Et c'est quelque chose qu'il faut commencer à faire quand on est encore lucide, quand on est encore en force. Et je te conseille, toi aussi, Madison, il faut beaucoup... non, mais c'est vrai, on a le même âge. Je sais très bien. Non, il faut penser au futur, parce que je pense que Madison et moi, on a une chose en commun. Le moment où on a un truc à manger, des sandales, une paire de pantalons, on en a assez. On ne veut pas beaucoup plus que ça, je crois. Mais en revanche, on est des grands rêveurs. On aime essayer d'améliorer la vie de personnes autour de nous. Pour lui, c'est la chose extraordinaire qu'il fait ici à Majorelle avec presque 250 personnes, la façon dont il a investi dans tous les côtés sociaux qu'il y a autour du jardin. Et pour moi, c'est les gens de mon village qui après, je vois toutes les fautes terribles que j'ai faites. Je les ai rendus plus consomméristes et tout. Mais bon, c'est pas grave, on fait des fautes. Mais ce qui nous intéresse, c'est les autres. Et j'ai toujours pensé que d'être quelqu'un de passionné aux objets, à l'art et aux plantes. Maintenant que j'ai 66 ans, je peux te dire et vous dire une chose, je m'en tape le coquillard de tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens. Je suis au même stade aussi. Je m'en fous de tout, mais je ne m'en fous pas des gens, des enfants, des filles, de l'avenir. De l'avenir, mais des gens âgés, de tout. C'est le trésor qu'on a, c'est d'appartenir à cette espèce bénite et maudite, et que notre devoir est d'essayer de faire tout ce qu'on peut pour que les choses aillent un tout petit peu mieux. On a le pouvoir d'une fourmi dans le monde, mais une fourmi fait beaucoup de choses. Et donc, c'est ça. Alors peut-être aussi pour clôturer, parlez-nous de Arabesco. Ah oui, parce qu'il a quand même... Bon. Ah oui, là, c'est notre... Oui, suivez-nous, s'il vous plaît, sur Instagram. Je pense que vous avez tous reçu, j'espère, un carton, non? Oui, voilà, avec l'adresse, ça, il faut etc. nous suivre sur l'Instagram. C'est très important. Mais, alors, parce qu'en même temps, mine de rien, Umberto a un livre qui sort la semaine prochaine en Italie. Oui. Voilà la couverture Arabesco. Qui est un roman. Un roman, oui. Et je ne sais pas plus. Donc, parle-nous de ça. Parce que, en même temps... est un fils du Covid, un fils du lockdown. Parce que je faisais les livres sur la maison de Tanger, The House of a Lifetime, et c'était un livre assez technique où je devais raconter des histoires, mettre exact, etc., etc. Et je parlais de ce premier monsieur qui s'appelait Diego Muyor Heredia, qui était un caricaturiste espagnol qui avait construit le premier pavillon où nous habitons à Tanger. Et un beau jour, j'étais assis là, assis dans les studios en train de faire une fiche, et je vois un petit monsieur qui rentre, tout petit, avec des petites moustaches et tout, et je dis « Vous êtes qui, monsieur ?» Il me dit « Mais je suis Diego Muyor Heredia pour vous servir. » Et alors là, vous savez, je suis un peu fou. J'ai été fréquenté par ces fantômes, comment on dit, fantômes. Oui, par ces fantômes. J'ai été fréquenté par ces fantômes très longtemps, et j'ai décidé de raconter notre histoire. On a eu une relation très, très amusante.
Lui était une peste. C'était un grand tombeur de femmes, un caractère insupportable. Il m'humiliait dès qu'il pouvait, mais il connaissait très bien toute l'histoire de Tanger des années 30, 40, 50. Ah, donc tu étais intrigué. Oui, j'étais très Oui. intrigué. Et donc, il m'a raconté beaucoup d'histoires sur le Tanger espagnol des années 30, 40, 50 que je raconte dans les livres. Et il s'est moqué de mon côté collectionneur. Moi, vexé qu'on se moque de moi, je poussais encore plus mon côté collectionneur. Donc, c'est la rencontre entre un collectionneur barjo et ce fantasme que les Espagnols appellent ça duende. Vous savez, García Lorca a écrit des choses merveilleuses sur les duendes, qui sont les esprits, qui sont... Et Stéphane, qui vit avec moi, des fois rentrait à la maison, me disait, Umberto, mais tu peux arrêter de parler tout seul? Je disais, mais non, je suis en train de parler avec Diego. Alors, j'essayais de le mettre dehors, mais je ferme la porte, il pousse la porte et il rentre. Et Stéphane disait, moi, je vois personne. Je disais, oui, tu es aveugle, c'est normal. Et bon, à la fin, c'est un livre assez compliqué à écrire, mais il sort le 24. Ça sort le 24, la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, oui. Et maintenant, je rentre en Italie, comme ça, je vais... Pour le faire la promotion. Ouais, ouais, génial. OK, c'est tout. Alors, j'ai choisi le Maroc parce que je suis venu pour l'anniversaire de Noël. Alors, on est venu fêter Noël, et puis on a loué une voiture, et on avait des copains qui avaient été à Tanger, et on a dit, on va de Marrakech à Tanger pour voir Tanger. Et quand on s'est approché de Tanger, on s'est trompé de route. Et au lieu qu'aller directement sur la ville, on a été à Bouchalef, vers l'aéroport. Et à cette époque, l'aéroport était grand comme cette pièce. Et à côté, tu avais des centaines d'hectares d'iris en fleurs. Donc, tu voyais la mer et tu avais une autre mer d'iris autour de toi. Et je me souviens qu'on s'est arrêté, ça je le raconte aussi en arabesque. Et on s'est arrêté, on a dit, mais bon, il ne faut pas chercher 1000 fois. On est arrivé. C'est l'endroit le plus beau du monde. Et on a tout de suite commencé à chercher. Je crois que 2 mois après, on louait la première maison où Madison est venu passer quelques jours l'été et qui était bizarrement la maison d'un type qui avait été construite par un type qui s'appelait Jim Eade, qui avait été un directeur de la Tate Gallery à Londres et qui, après avoir quitté le Maroc, avait été habité à Cambridge. Et il avait laissé, c'est un grand collectionneur, et il avait laissé sa collection à Cambridge. C'est un petit musée qui s'appelle Kettle's Yard. Et ce Jim Eade était un grand théoricien du rapport qu'il avait entre l'identité d'un peuple et les choses que ce peuple faisait. Et il dormait à 20 mètres d'où je dors maintenant, en 1930. Et c'était un collectionneur de Ben Nicholson, de plein de peintres anglais. C'était un homme de la Tate Gallery. Et après, la chose qu'il avait faite merveilleuse à Cambridge, il avait une collection d'art primitif, et quand un étudiant n'arrivait pas à passer un examen ou quelque chose allait mal, il disait « Viens, 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 je te prête ces très beaux masques africains, tu vas les pendre sur ton lit, comme ça toutes les bonnes vibrations vont passer, et à l'examen tu auras un succès fabuleux. » Et c'était un destin, c'est pour ça qu'on a été à Tanger, c'était notre destin. Je crois que c'est très peu ce que l'on décide, c'est que les choses décident pour nous. Pour nous, ça a été des champs d'iris, mais va savoir quelle est la vérité. Bon, mais écoutez, peut-être on peut passer au café. Umberto, tu acceptes de signer quelques livres et pour un verre, répondre à vos questions, etc. Bon, écoutez, merci beaucoup d'être venu et à très bientôt. Merci Umberto.